Vous allez dans un champ magnétique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le champ magnétique? Qu'est-ce qu'il fait le champ magnétique sur un truc qui se promène comme ça? Il fait tourner les trajectoires. Donc, vous avez deux régimes pour un champ magnétique. Vous avez B faible. Donc, quand vous avez B faible, il fait comme ça. En gros, il ne tord pas beaucoup les champs, les trajectoires. Et puis, vous avez B fort. Et ça, c'est un régime qu'on ne va pas regarder. Il va carrément courber les trajectoires comme ça. Donc, si vous êtes dans un régime de B faible, ce que vous allez faire, c'est qu'essentiellement entre deux trucs comme ça, au lieu d'aller tout droit, vous allez aller légèrement comme ça. Okay. Donc ça, on peut le négliger. Si vous avez un régime de B fort, au lieu d'aller de là à là, vous allez carrément courber votre truc et éventuellement venir taper sur un autre. Ça, c'est un régime qu'on va complètement négliger. D'accord. Donc c'est pour ça que l'effet du champ magnétique, au premier ordre dans ce problème-là, on va pouvoir le négliger. Alors ça, c'est pour d'autres problèmes. D'accord. Au premier rang, c'est ça le problème. Le régime de champ fort, il existe, hein, on peut le regarder, mais il va être, en fait, le champ fort, il est essentiel, c'est de regarder au bout d'un temps tôt, est-ce qu'il a été capable de dévier le temps. Donc en fait, la limite, c'est que si vous regardez le champ magnétique par rapport à taux, est-ce qu'il est grand ou petit devant 1? Oméga C, c'est essentiellement le champ magnétique, hein, c'est EB sur M, si vous voulez. Est-ce que pendant un temps tôt, on a beaucoup dévié la trajectoire ou pas? Après, vous avez des régimes d'effet Hall qui apparaissent. D'accord. Donc nous, on peut négliger le champ magnétique. Donc ce qu'on vous demande de regarder, c'est simplement, dans ce truc-là, en gros, est-ce que l'électron va avoir accéléré ou pas? Donc effectivement, comme j'ai un champ magnétique ici qui se promène, mon électron, il va être accéléré. La question, c'est est-ce que c'est toujours vrai? Bon, parce que j'ai quand même un temps de collision. D'accord. Donc la force que je vais mettre dans ma relation fondamentale de la dynamique, il faut faire attention parce que entre deux chocs, la vitesse qu'il va acquérir, c'est pas simplement la force soit le temps, parce qu'il n'acquiert pas toujours cette vitesse-là. De temps en temps, il va se faire taper par un atome entre les deux. D'accord? Donc, si vous écrivez simplement la relation de la dynamique, le fondamental de la dynamique, ça c'est l'exercice 1, vous écrivez que m dv sur dt est égal, et c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on met de ce côté. Donc ça va être une fonction facile, hein, ça va dépendre essentiellement de E, hein, je veux dire, c'est pas sorcier. Mais la question c'est comment ça va dépendre de E, et c'est ça la question à laquelle on veut. Donc si vous prenez, si vous appliquez la RFD à un brave électron, vous obtenez simplement, alors que mv de t, alors je vais vous l'écrire un peu autrement, ce sera plus simple. On va l'écrire comme ça, la RFD. Vous écrivez que m v de t plus dt, vous voyez, je sépare l'intégrale en deux parties. C'est égal à m fois v de t moins e de t. Ça, c'est ce que vous avez tous trouvé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je mets à côté? C'est-à-dire quel est le nombre de trajectoires qui ont vérifié ce truc-là. Et c'est là qu'il y a le facteur statistique qui intervient, simplement 1 moins dt sur taux. Parce que dt sur taux, quand vous avez statistiquement un nombre de collisions tous les taux, la probabilité qu'il y ait une collision, c'est dt sur taux. Et donc la probabilité qu'il n'y ait pas de collision, c'est 1 moins dt sur taux. D'accord? Donc je reprends, j'ai ici mon électron, mv de t plus dt. Ça, c'est simplement... Excusez-moi. Ouais. Donc vous avez ici la vitesse à un temps t plus dt, c'est égal à la vitesse à un temps t moins e de t. Ça, c'est simplement la relation fondamentale de la dynamique.
Mais j'écris que celle-là, elle n'est valable que si mon électron n'a pas eu de choc entre T et T plus dt. La probabilité qu'il ait un choc, c'est simplement dt sur taux. Parce que statistiquement, il a un choc tous les tours. C'est la même histoire que ce qu'on a discuté tout à l'heure quand il y a un événement qui arrive statistiquement tous les 3 mois et que je dure une année. D'accord? Ok. Et donc la probabilité qu'il n'y ait pas cet événement, de façon évidente, c'est 1 moins dt sur tout. D'accord? Donc ça, c'est la probabilité qu'il n'y ait pas de diffusion. Ouais. Je vous écoute. Est-ce que j'ai oublié un M quelque part Ouais, le M, il est pas... Non, non, c'est bon là, non. Le M, il s'applique que sur la MV. Là ben, le M, il s'applique au V. Ouais, mais le M, non, parce que le M, il s'applique au V, là. Et les parenthèses, là. Donc, si maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça, non, mais ça, j'ai simplement écrit, simplement, MVT plus DT moins MV de T, c'est la même chose qu'une différentielle, si vous voulez. Simplement une différentielle, je vois ça. C'est la définition de la différentielle. Donc là, un peu ce bazar. D'accord. Et si on développe ce truc-là, on obtient que... bon, on va développer, hein, tout bêtement, donc ça, vous savez faire. Hein. Vous obtenez que M V de T moins delta T dt, pardon. Alors des fois les vecteurs je les déflèche ou pas, mais ça vous savez où je vais les remettre, hein, c'est pas un problème. Moins mv de t dt sur taux plus et là vous avez un terme qui va apparaître au carré, vous avez un dt sur taux au carré qui apparaît ici. Alors ce terme on va le négliger parce que ça c'est un terme du second ordre. Donc ce terme là on va le mettre à la poubelle, on ne garde pas les termes du second ordre. D'accord? Donc il vous reste maintenant, il vous reste quoi? Il vous reste que MV de T plus dt moins V de T est égal à moins M V de T. Évidemment, mon tableau est tout merdique. Moins comme ça. Surtout, il manque un surtout. Tout à fait. Il manque un dt surtout ici. Ok. Ben, je crois que c'est ça qu'on cherchait. Hein. Donc vous avez ici, ça vous fait M. Moins M V surtout moins grand U. Voilà, on a ce qu'on cherchait. Ouais, le surlignage, ça marche pas tellement avec ce tableau-là. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Alors faites attention, le moins il a deux origines différentes parce que ce moins-là il vient simplement de la charge de l'électron qui est négative, donc c'est pas très important. Par contre, vous voyez d'où vient la force de frottement. D'accord. Il y a une faute, non, c'est bon. S'il y a des fautes, vous me dites, hein, parce que ça m'arrive souvent. Mais vous pouvez. Ouais. Hum. Il faut le. C'est moins E.
E fois dt. Oui, c'est vrai, il y a un dt qui traîne. Vous me dites hein, quand j'en oublie, parce que ça m'arrive très souvent d'en oublier quand avec le bah là, oui, là, c'est pas là, parce que là, on l'a déjà simplifié le d, c'est là. C'est là. Hum. Hum. Bon, alors maintenant, un petit exercice que je vous laisse faire en 2 secondes. Il suffit juste de remplacer par une exponentielle, machin truc bidule. Et ça, en 2 secondes, vous devriez pouvoir le faire. Question 2, on vous demande simplement d'écrire. Donc, en régime stationnaire, vous avez dv sur dt qui est égal à 0. D'accord. Si la question vous demande en régime stationnaire, c'est ça dans la question. Permanent, oui, c'est pareil. Et donc, vous avez v qui est égal à E taux fois E. D'accord. Et puis il y a M qui traîne aussi. Ok. Et puis vous savez que la conductance c'est NQV. Donc vous me dites si j'écris des bêtises. Hein. Et donc vous obtenez directement que... Alors je le fais de tête parce que cette question je ne l'ai pas dans mon polymorphe. Donc vous obtenez que sigma égale NE2 taux sur M. C'était ça la question ou pas? C'était ça la question ou pas? Ouais, c'était ça. Hmm. Sigma il est là. Ben ouais, vous l'avez là. Ah, donc vous l'avez là, J égale NQ. Et vous avez sigma. Ouais. Le Si, alors là elle dépend. Alors, si vous faites un truc, si vous voulez un truc complet qui dépend d'oméga, alors je vais vous le faire si vous voulez. Alors, je vais vous faire le calcul complet quand ça dépend de oméga, d'accord? Je sais pas pourquoi c'est dans votre truc. Alors, je vais vous faire un bout de cours comme ça. Donc on va supposer que le champ est un champ alternatif qui vaut E0 exponentielle de I oméga t. D'accord? Et on va supposer que la vitesse répond de la façon suivante. C'est-à-dire que ça répond uniquement en rajoutant une phase. C'est-à-dire qu'on n'a pas de déformation du signal. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle rajoute une phase. Elle reste sinusoïdale, mais elle rajoute une phase. Donc si on injecte ça dans les équations qu'on a vues, vous obtenez alors le dv sur dt quand vous dérivez, vous avez simplement un moins i oméga qui apparaît ici. D'accord. Puis vous avez toujours le n v0 exponentiel de moins i oméga t plus phi. Est-ce que vous voulez que je remarque l'équation quelque part pour que vous puissiez suivre? Oui ou non? Non, vous l'avez sur votre... Hein? Ouais. C'est l'équation que vous avez obtenue, qu'on avait obtenue, alors qu'on avait obtenue... Oui, c'est l'équation qu'on avait sur le poly, hein, donc celle-là. Le deuxième terme qu'on avait obtenu, c'est simplement un terme qui vaut moins m sur taux exponentielle de... Non, pardon, V0. Et on est toujours sur l'exponentielle de moins i oméga t plus phi. Et puis enfin, on a le terme du champ électrique qui vaut moins E0 exponentielle de I oméga t. Moins I oméga t. Là, c'était un moins qu'on avait. Là, j'ai mis un moins et là, j'ai mis un moins aussi.
Alors là, l'astuce, c'est de simplifier. Vous voyez qu'on peut simplifier tous les termes en I oméga t ici, parce qu'on a l'exponentielle de moins I oméga t, exponentielle de moins I oméga t ici, et une exponentielle de moins I oméga t ici. Donc tout ça, ça peut simplifier. Ok, c'est clair pour tout le monde, ça? Parce qu'on peut sortir ici, ça fait exponentielle de moins I oméga t, exponentielle de phi. Donc on peut sortir ici tout l'exponentielle de moins I oméga t. Et vous obtenez ici, alors si on factorise en plus, vous avez la masse qui apparaît ici, d'accord? Et si vous factorisez, vous obtenez un terme qui va être 1 sur taux, c'est ce terme ici, ok? Et vous avez un terme qui va venir d'ici quand on va factoriser, moins I oméga exponentielle de moins I chi. Et de l'autre côté, vous avez moins E, E 0. De laquelle ligne? De celle-là à celle-là? Ah là, c'est ça? J'ai simplifié l'exponentielle de I oméga t. Ok, donc là celui-là simplifie, celui-là simplifie et celui-là simplifie. Ah oui, non, attends, mais celui-là, je comprends ce que vous voulez dire. Vous n'avez pas compris d'où il vient celui-là. Alors, je vais le remettre. Ouais, mais celui-là, il vient à la suite de celui-là, normalement. Oui, c'est un moins. Parce que j'ai oublié de le mettre. Voilà, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi maintenant? C'est bon, j'ai plus fait de faute. Donc on peut continuer. Donc on obtient que V0 exponentielle de I d'accord? Donc je vais faire quoi maintenant? Je vais faire un petit truc du genre, j'ai un taux ici, et je vais dire que c'est 1 moins I oméga, moins I oméga taux. Je ne suis pas planté en faisant la somme. Non, ça doit être bon. Et puis je factorise comment en dessous? Comment j'ai fait? euh, Et puis il me reste quoi encore? Et puis il me reste E0. Hmm. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait? C'est le numérateur et le dénominateur. Je me suis trompé, c'est ça? C'est l'inverse. Bien vu. Non, c'est bon. Il manque la masse. D'accord. Donc là, c'était bien 1 moins I oméga tau. Non, c'est tau. Tau sur 1 moins oméga tau. Et il me restait une masse qui allait où, du coup? Hop. Et j'ai tout, j'ai pas tout, là. Il y a tout, et puis pour enlever 6 mois, je vais mettre l'inverse, d'accord? J'ai oméga tau moins 1, comme ça, j'aurai plus 6 mois. Ça sera plus simple. Voilà, et comme ça, je pense que j'ai même le signe qui est bon. C'est bon? Ouais, il manque un moins de l'exponentielle, vous avez raison. Bon, c'est bon, quelqu'un a encore des remarques à du vendu? Ou plus bien? Bon, tout le monde voit qu'on peut avoir le sigma maintenant. Hein, c'est facile parce qu'on a sigma J CNQV. Ben, on va le faire hein, comme ça. Donc c'est N c'est N, Q c'est Q, et puis V, ben, on va l'écrire. Hein. V c'est taux sur I oméga taux moins 1. E
sur M. Et puis il nous reste quoi? V, c'est il nous reste un E0, donc ça nous fait exponentielle de I phi. Et puis il nous reste E0. Est-ce que j'ai bien mis tout le monde? C'est bon? Donc ça nous fait que sigma est égal de oméga est égal à n E carré tau sur M fois 1 sur I oméga tau moins 1 ohm. Alors ce qu'on peut vérifier, c'est qu'oméga tau, c'est bien sans dimension, donc a priori, ça a l'air d'être sympa, cette formule-là. Hop, elle vous plaît? Ouais, elle vous plaît, on va dire qu'elle est bonne alors. Ah oui, un exponentiel de ici. Ben non, elle ne devrait pas vous plaire, parce que j'ai oublié un terme. Voilà, mademoiselle a raison. Hein? Ben non, il ne simplifie pas, pourquoi il simplifierait? Donc en fait, là, vous reconnaissez le sigma à fréquence nulle, il est là, quand même. Vous reconnaissez le sigma à fréquence nulle, il est là, d'accord? Donc si vous faites, et c'est normal, si vous faites tant oméga vers 0, vous trouvez le sigma à fréquence nulle, ouais? Ça dépend pas. Attendez, 2 secondes, j'ai un commentaire là. Ouais. Si on remplace V par. Mais là, c'est ce que j'ai fait, j'ai remplacé V par son expression. Là, j'ai remplacé V, j'ai NQV, j'ai remplacé V par cette expression-là. Hmm. Ça? Ouais. Oui, mais si, parce que j'ai un phi qui est là quand même. J'ai un phi qui est là, donc quand je le passe de ce côté, ça fait bien exponentielle de phi. Ah, si vous appelez ça V. Oui, effectivement, à ce moment-là, vous avez raison. Ah oui, si vous appelez ça V, vous avez raison. Bon, ok, donc voilà ce que ça donne en fréquence finie. Alors, dernière question qu'on vous posait. Oui, je sais plus laquelle c'est, l'histoire de la puissance, c'est ça? Alors, la puissance. La puissance. C'était une question particulièrement facile. Non, ça n'était pas dur, celle-là. Non, celle d'avant, il y avait un peu du calcul. Hein. Celle-là, elle n'est pas très dure. Si. Alors, la question d'après, on va écrire U égale RI, vous allez voir. Vous allez voir, on va écrire U égale RI. Elle est morte de rire, là, avec U égale RI. Je sais pas ce que ça lui fait, mais elle est morte de rire. Bon, attends, faut que je remette mon masque, sinon je vais me faire engueuler par le patron. Là. Comme ça, il est pas là, le patron. Ben, c'est ça, il y a des jeux, ils n'auraient pas tout, le patron. Donc là, je vais prendre un bout de tube de longueur DL, d'accord. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Donc, ce que j'écris, c'est que DV ici. Donc, on a DV qui est égal à EDL, d'accord. Ça me paraît raisonnable d'écrire ça. Et puis, j'écris qu'on a J qui est égal à sigma E. Ça, c'est vrai aussi. Et ça, c'est égal à... Ben, c'est tout. Donc, si je regarde, par exemple, le courant, c'est égal à JE fois DS. D'accord? Parce que le I, c'est J fois de la surface.
Voilà, vous avez la puissance, c'est P égale 8. Ça, c'est balèze. C'est balèze comme relation. P égale DI dV. C'est égal E dl fois fois quoi? Fois sigma E df. Ouais, alors ils définissent comme ils définissent P comme étant la puissance émise. Alors, je sais plus comment ils définissent ça. Euh, par, par unité de volume. Ils écrivent ça P. Alors, je, sais pas, je garde en notation. Hein. Mais vous avez raison, normalement ça devrait être dp. Allez, je mets un dp comme ça. Et oui, ça vous fait sigma E carré dv, puisque ça, dv c'est dl fois ds. Voilà. Et hop, c'est fini. Voilà, donc c'était P égale UI. Voilà. Hmm. Ouais, le DL, alors le DL, voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que j'ai deux V. Vous avez raison. Parce que là, c'est la différence de potentiel et là, c'est le volume. Alors, parce que là, ce que j'écris, c'est que la puissance, c'est DI fois DV, et là, c'est la différence de potentiel. Et là, par contre, j'écris que c'est un D de oméga. Alors, je sais pas comment le faire. Je vais changer de notation. Là, c'est le volume, par contre. Vous voyez ce que je veux dire. Et je vais écrire explicitement que c'est le volume, ça. Vous voyez, c'est DS fois DL, ça fait le volume. Okay. Maintenant que vous avez un conducteur macroscopique, oui. Tant que vous avez un conducteur macroscopique, oui, ça sera vrai. Parce qu'en fait, votre DU fois DI, il vient exactement de ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire, il vient quand vous avez des chocs tous les taux. Et le taux, en fait, c'est là que vous récupérez de l'énergie. C'est-à-dire, quand vous avez un taux, votre électron est arrêté, il diffuse, et c'est lui qui cède de l'énergie au réseau. Tant que vous êtes dans une limite où taux est petit devant en fait, devant un certain temps, si vous voulez, ça reste vrai. D'accord. Bon, ça, c'était pas très dur. Alors, celui d'après, il est aussi. En fait, on a cours jusqu'à moins le quart, hein, c'est ça? Bon, allez, on va faire celui d'après. Celui d'après, il est marrant parce que j'aime bien, c'est les ordres de grandeur. Ouais, pour du cuivre. Alors, je vous laisse faire parce que c'est intéressant de calculer des ordres de grandeur pour être bien convaincu de ce à quoi on parle pour les solides. N. Attends, je vais voir vous aider à trouver N. Alors, quand vous êtes sur un qubit face centrée, donc comment vous faire un cube que vous allez reconnaître? C'est pas facile. Bon, il est pas si mal mon cube. Donc cubique face centrée, vous avez un atome sur les centres. Alors si vous comptez bien, vous avez 4 atomes, 4 sites par maille. Et alors, si vous voulez calculer le nombre de la densité d'atomes, alors, moi j'ai fait comme vous, j'ai commencé par diviser 3,6 10 - 10 au cube. Jusqu'au moment où je me suis rappelé que en fait il y a un facteur 4 qui apparaît parce que c'est pas ce côté qui compte parce que la maille élémentaire est plus petite. Du fait qu'on a 4 atomes par maille, c'est plus petit que ce qui est intérieur. Alors vous demanderez à un prof de cristallo parce que j'ai jamais compris ces trucs-là. La réalité c'est que vous trouvez 8,8 10 puissance 28 par mètre cube. Alors
Ce que je voudrais que vous reteniez là-dessus, c'est, vous êtes d'accord avec moi, hein, je pense que ça, on est tous d'accord. Non, 8,5, excusez-moi. Bon, ça, on s'en fout un peu, hein. Ouais. Ben, c'est ce qu'il vous donne dans l'énoncé, hein. C'est le paramètre de maille, c'est ce qu'il donne. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez de ça, c'est pas ce chiffre dont on a un peu rien à faire. Euh, c'est simplement, alors ça, c'est typiquement 10 puissance 29, hein, d'accord. Ce que je voudrais que vous reteniez, parce que c'est typiquement ce qu'on a, c'est que dans un centimètre cube de métal, donc vous voyez, un petit dé à jouer, vous avez typiquement le nombre d'Avogadro d'atomes. C'est facile à retenir comme ça. Parce que si vous passez en centimètre cube, vous enlevez 6 zéros, donc vous tombez 10 puissance 23. Donc voilà, si on vous demande un jour visualiser le nombre d'Avogadro, ben, c'est le nombre d'atomes dans un centimètre cube. Ouais, c'est facile, ça vous donne l'ordre de grandeur de ce que c'est. De métal. Bonne précision, de métal. Alors vous avez trouvé peut-être un facteur 10 dans l'ascendant, mais enfin globalement, si si votre petit frère vous demande ce que c'est que le nombre d'Avogadro, bah oui. C'est que le nombre d'Avogadro. Ouais, vous savez qu'ils ont trouvé la phase d'hydrogène métallique, hein, mais ils l'ont trouvé. Alors, maintenant on va calculer le taux quand même. Alors vous avez taux, alors le taux maintenant, là, vous avez taux qui vaut M sigma 0 sur N E carré. Et sauf erreur de ma part, on trouve... Ah oui, on trouve ce que vous avez trouvé. Je trouve 10-14. Bon, on va mettre 2 10-14 parce que la précision, on s'en fiche un peu. D'accord. Alors, de l'ordre de 2 10-14. Ok. Donc ça tape souvent. Alors ça, c'est aussi des chiffres, faut retenir. Enfin, ça, retenez pas trop ces chiffres parce que c'est pas les vrais. C'est vrai dans notre modèle, mais c'est pas vrai vraiment dans un métal. Alors l'agitation thermique maintenant. Vous écrivez que V en moyenne, bien sûr, est égal à 3 kT sur M. Et ça vous donne de l'ordre de 10 puissance 5 mètres par seconde. Alors ça, c'est faux, hein. Alors vous obtenez un lit parcours moyen, d'accord, qui vaut lambda qui est égal à Vto, qui est de l'ordre de 20 angstroms. Ouais. Hmm. Pardon. Moins 1. Ah ben non, c'est des électrons libres là. Des électrons libres là. Donc, on s'y fait tout. Alors, il y a quand même une conclusion qui est importante, qu'on verra plus tard, c'est que l'agitation thermique, alors ça c'est vraiment une chose que vous verrez entre cette année et l'année prochaine, c'est que l'agitation thermique sous-estime les valeurs de taux et surtout de V. C'est lambda, c'est-à-dire c'est libre par commun. Je l'ai appelé lambda, je pourrais l'appeler autrement si vous voulez. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé lambda, on l'appelle LE, enfin ce que vous voulez. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que alors les vitesses des électrons,
Alors, si vous avez au synchrotron, ils sont quasiment relativistes, ils sont à 10 puissance 7 mètres par seconde. Pardon. Par contre, dans un métal, en fait, la vitesse des électrons, elle est donnée non pas par l'excitation moyenne, mais par la vitesse de Fermi. Donc ça, vous verrez les statistiques. Je crois que c'est cette année ou l'année prochaine que vous verrez les statistiques. Et la vitesse d'un électron, c'est plutôt vers 10 puissance 6, 10 puissance 7, mais au-delà de 10 puissance 6 mètres par seconde. D'accord. Donc on se trompe quand même d'au moins 1,5 à 2 ordres de grandeur par rapport à ce que vous donne l'agitation thermique. Ça a des conséquences importantes parce que les hypercourts moyens sont complètement différents. Et là, on a vraiment du mal à décrire les choses. Et ce modèle-là vous donne pas du tout les bons ordres de grandeur au niveau des résistivités, ces choses-là, parce que on n'a pas du tout la statistique, on ne tient pas du tout compte des vitesses réelles et des chocs réels qui peuvent se passer. Donc ce modèle-là, sans interaction et sans réseau, il vous donne un avant-goût, je dirais, de ce qui se passe. Il vous donne le flavor, comme on dit en anglais, mais il vous donne pas les valeurs réelles. Il n'en est pas capable parce qu'il ne tient pas compte du fait que c'est des fermions et c'est pas n'importe quoi comme particule. D'accord. Donc l'année prochaine, vous verrez que la physique du solide, on peut vraiment l'aborder qu'avec la mécanique quantique. Sinon, on trouve pas les bons résultats. Ouais. 3 kt sur M. Ben, vous écrivez que 1,5 de V2. Ouais, c'est l'équipartition de l'énergie. Vous savez, vous avez dû voir ça quand vous étiez petit. Vous avez 3000 kt par degré de liberté. Ah oui, vous avez cours de physique maintenant. Hein? Vous l'avez fait ça? Ah, voilà.